Bienvenue tout le monde à notre présentation sur les simulations FSI dans les turbines hydrauliques. On va commencer par vous présenter notre société Andritz et par la suite, Rigal va donner une brève description des différents concepts FSI. Après ça, je vais vous parler un peu des aspects CFD qu'on fait dans les zones d'opération traditionnelles et aussi dans les zones d'opération étendues. Et finalement, Rigel va vous présenter les aspects mécaniques. Alors, Andritz, c'est un fournisseur mondial d'équipements et de services dans plusieurs secteurs. On a plus que 280 sites de production globale et notre siège social est en Autriche, dans la ville de Graz. Les secteurs qu'on touche, c'est le pâte et papier, les métaux, la séparation et hydro. C'est la partie qui concerne cette présentation, bien sûr. Alors, Andritz Hydro est comme sa propre compagnie, a sa siège social en Autriche, dans la capitale de Vienne. Et notre objectif, c'est de fournir tous les équipements et composants nécessaires à opérer une centrale électrique. Alors vraiment, tout ce qui de la prise d'eau à la prise électrique, comme on dit. Ici, c'est quelques exemples des composants qu'on fournit, qu'on produit et on fournit. Alors, on a les vannes de barrage, les conduites forcées, les vannes de garde, les turbines, alternateurs, tout ce qui est automatisation, contrôle et protection, les disjoncteurs de moyenne tension et les transformateurs, et même les lignes de transmission, etc. Alors, Andritz Hydro lui-même est divisé en 4 secteurs. On a Grande Hydro. Là, on va vraiment faire des gros projets, clés en main, des grosses centrales. On a aussi notre secteur Petite Hydro. Ici, on fait plus les petites et mini-centrales hydroélectriques. Notre secteur de service et réfection, qui est vraiment importante de nos jours. Alors ici, on va regarder les vieux centrales et on va renouveler les composants. On va les mettre à jour, les rendre plus performants. Ceci peut augmenter la capacité de génération d'une centrale. Et aussi, on a notre secteur pompe. Et on a plus que 180 ans d'expérience dans les turbines depuis 1839 et on a installé plus de 31 900 turbines à travers le monde. Là, je veux vous parler un peu plus de Andritz Hydro, mais ici au Canada. On était Dominion Engineering dans le passé. Notre bureau était à la Chine et on avait aussi notre laboratoire à la Chine. Ensuite, on a été acheté par GE. Et en 2008, on a été acheté encore une fois, mais cette fois-ci par Andritz. Andritz. Et à ce point-là, on a déménagé notre bureau d'ingénierie à Pointe-Claire. Alors, vous voyez notre bâtiment ici. Si vous êtes jamais sur la 40 direction Est, un jour, vous allez voir juste avant le boulevard Saint-Jean, cet immeuble-là. En 2009, on a investi un peu pour mettre à jour notre laboratoire. Vous le voyez ici, qui est encore à la chaîne. Notre laboratoire, c'est là qu'on va faire les essais modèles pour nos clients et aussi des projets de recherche et développement. En 2011, on a acheté Hemi Controls, qui sont les spécialistes d'automatisation. Ils sont localisés à Chambly. En 2014, c'était l'acquisition de AFI Hydro qui font des vannes. Et en 2014 aussi, on avait déjà un bureau d'ingénierie pour les générateurs à Peterborough, mais là, on a rajouté un atelier pour manufacturer des barres et des bobines pour les générateurs. Finalement, tout récemment, on a acheté HMI qui font aussi des vannes pour les turbines.
Là, je vais donner la parole à Rigal. Il va vous présenter les différents concepts de FSI. Oui, merci Samer. Bonjour à tous. Oui, je pense que avant de rentrer dans les du sujet, on voulait discuter un peu sur les concepts d'interaction fluide et structure. Je pense que c'est bien qu'on puisse parler ça, puis juste un petit aperçu de ce que c'est. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est les fluides et structures? Un peu comme le nom le dit. C'est un domaine de la mécanique qui sert à étudier les comportements couplés entre les structures et les fluides. On voit souvent des cas très particuliers dans la nature qui impliquent ce genre de phénomènes-là, comme par exemple les cas des arbres qui sont déformés sous l'influence du vent, ou bien des cas plus catastrophiques, comme le cas typique du pont Tacoma, où est-ce qu'il y a une instabilité aéroélastique dans ce domaine-là, qui sont des phénomènes tous ayant lieu dans l'interaction fluide et structure. Donc, comment qu'on fait pour étudier ce genre de phénomènes-là? Mais il faut faire appel aux lois de la physique, mais dans deux domaines différents. Donc, dans le domaine de la mécanique du fluide, puis dans le domaine de la mécanique des structures. Puis les liens entre les deux, ça va être vraiment l'étude de l'interaction fluide et structure. Donc, ce qu'on appelle un domaine multiphysique. Maintenant, quand on parle de méthodes, qu'est-ce qu'on utilise pour pouvoir étudier ça? Mais compte tenu que c'est un phénomène qui se passe dans régit dans deux domaines différents de la physique, on va trouver un couplage entre les deux. Puis ces couplages-là, on a différentes méthodes pour les faire. Ce sont toutes des méthodes partitionnées. Donc, on analyse la CFD, le fluide et la structure de façon indépendante. Puis après, on vient les coupler ensemble. Donc, la première méthode de couplage, c'est ce qu'on appelle unidirectionnel. Donc, c'est vraiment une application de pression qui vient du fluide sur les structures et on va aller chercher la réponse de la structure sur l'influence de cette pression-là. Une autre méthode qui est plus sophistiquée et plus complexe, c'est la méthode bidirectionnelle. Dans ces cas-là, on va aussi vouloir trouver la dépendance de la déformation de la structure sur l'émaillage en tant que tel. Donc, évidemment, si on a des grandes déformations, ces déformations-là vont faire une distorsion dans le fluide. Donc, le maillage va devoir s'adapter et il va y avoir un feedback entre la fluide et la structure jusqu'à atteindre une réponse. Évidemment, dépendamment du type de couplage qu'on utilise pour les analyses, on va avoir plus ou moins de précision, mais aussi plus de temps d'analyse. Donc, c'est un peu ça, rapidement les concepts. Je laisse la parole à mon collègue Samer pour le reste. OK. Merci, Rigal. Alors, première étape, FSI, c'est la, la CFD, bien sûr. Et je vais commencer par un peu décrire la CFD qu'on fait dans la zone d'opération traditionnelle. Cette zone-là, ça part d'à peu près 60% de la puissance de la machine et jusqu'à 100%. Les types de roues qu'on analyse, ils sont classifiés par la vitesse spécifique. Euh, alors, quand la vitesse spécifique augmente, c'est là qu'on va retrouver les machines à basse chute. Et commençant par les machines à haute chute, on a les Pelton. On a aussi les pompes turbines. En allant vers la droite, on a les hautes à moyenne chute machines radiales. Ça, c'est les Francis. Et encore plus vers la droite, on commence à rentrer dans les machines à basse chute. On a les axiales, fait que c'est les Kaplan, les hélices et les diagonales. On a aussi des bulbes qui sont des machines axiales, mais ils sont horizontales. Et finalement, on a des turbines marémotrices là, qui ressemblent un peu à un éolien, mais c'est vraiment le courant de l'eau qui va faire tourner les eaux dans ce cas-là. Ici à Montréal, on est considéré dans Andritz Hydro comme le centre de compétence des roues Francis, qui est d'ailleurs un type de roue qui est le plus populaire. Euh, on fait aussi des analyses de machines axiales, comme les Kaplan, hélices et diagonales. Le premier type de calcul CFD qu'on va faire normalement au début d'un projet, c'est celui de la bâche.
et du distributeur. Alors ici, on voit un exemple de deux bâches. On a une spirale, ça c'est pour les hautes et moyennes chutes, Francis, et on a une semi-spirale qui est normalement pour les basses chutes comme les machines axiales. Le distributeur ici contient les avant directrices qui sont fixes, ils ne bougent pas. On a aussi les directrices, eux, ils vont fermer et ouvrir pour réguler le débit dans la machine. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette analyse? On optimise, bien sûr, la performance, fait qu'on essaie de réduire les pertes dans ces composants-là. On essaie de rendre l'écoulement uniforme dans la direction circonférentielle à la sortie, parce que c'est important pour la performance de la roue. Et aussi, on peut extraire l'angle d'entrée que les directrices voient. Et ça, on peut utiliser comme condition frontière dans les autres calculs qu'on va faire, qui vont pas inclure la bâche et les avant-directrices. On a aussi un calcul qu'on fait au début d'un projet, un peu pour former l'aube. C'est comme un peu pour optimiser, on va dire, le profil de l'aube. Alors, dans ce calcul, on a juste un canal de roue. Alors, vous voyez l'aube ici, on impose une condition d'entrée et de sortie. On peut commencer à faire, avec les pressions de cette CFD, on peut commencer à faire des analyses statiques, FEA, pour assurer que la roue est assez robuste. On peut déjà vérifier si la roue va pas caviter dans la zone d'opération et on peut optimiser le profil de vitesse à la sortie de la roue, qui est important pour la performance de l'aspirateur. Alors, normalement, après cette étape-là, on passe à notre calcul standard. Ici, on a trois composants. On a les directrices, la roue, toujours un canal, et on a l'aspirateur. Et puisque on a trois composants, ben, on a besoin d'une interface, bien sûr, et on utilise l'interface Mixing Plane. Et si vous ne le savez pas déjà, c'est essentiellement une moyennage circonférentiel de la vitesse d'un côté de l'interface qui est appliquée à l'autre. Pour ce type de calcul, on utilise le logiciel commercial ANSYS CFX. Et ce type de calcul, normalement, on a à peu près 1,5 million de nœuds. Et ça fait des calculs assez précis qu'on peut prendre les pressions et c'est là qu'on va faire nos analyses mécaniques, statiques, pour avoir les contraintes statiques durant toute la gamme d'opérations de la machine. Pour ces simulations CFD, on utilise le modèle de turbulence SST ou KEpsilon avec les wall functions. Alors ça nous évite de mailler très proche du paroi. On a techniquement plus besoin de résoudre la condition, le boundary layer et la couche limite. Et ça fait en sorte que les maillages sont un peu moins lourds. Une autre affaire qu'on peut faire avec ces calculs, c'est vraiment tracer le colline de rendement. Fait que là, on va utiliser les pertes qu'on a calculées de la bâche pour additionner ça avec cette simulation pour avoir un colline qui est assez précis. Un autre type de calcul de force statique qu'on fait, c'est la poussée axiale. Alors, ici, je montre une roue Francis et au-dessus de la roue et en bas de la roue Francis, il y a des chambres, comme vous voyez ici. Et ce qui est important, c'est que quand l'eau passe à travers le canal et dans ces chambres, il y a une force qui est générée qui est axiale, normalement vers le bas. Et en incluant ces composants-là, on peut faire une intégration de la pression avec la superficie pour calculer la force. Après ça, on peut rajouter les poids des composants qui sont attachés à l'arbre, comme la roue et le générateur, pour trouver la force totale qui est exercée sur le palier de butée. Un autre calcul standard qu'on fait,
là on commence à entrer un peu dans le dynamique, c'est celui de l'interaction rotor-stator. Alors, le stator, c'est les directrices, le rotor, c'est la roue, bien sûr, et l'interaction arrive à cause de la non-uniformité de l'écoulement entre deux directrices. Alors, à chaque fois qu'une aube va passer entre deux directrices, elle va avoir un champ de pression qui n'est pas uniforme. Et ça va générer un couple dynamique sur l'aube qui forme presque un cosinus parfait. La fréquence de ce cosinus peut être calculée analytiquement. C'est simplement la fréquence de rotation des aubes multipliée par le nombre de directrices. Alors, pour faire ce type de calcul, on ne fait plus du steady state. Maintenant, c'est des calculs transitoires. Et aussi, on doit changer l'interface. L'interface, le type d'interface qu'on utilise ici s'appelle rotor-stator. Alors, avec cette interface, on va vraiment bouger le maillage du domaine qui tourne, avec le rotor. Et c'est ça qui nous permet de capturer cet effet-là. À la fin du calcul, on peut extraire les amplitudes des pressions sur l'aube à la fréquence RSI qu'on calcule. Et ensuite, on peut faire une analyse mécanique de réponse forcée pour obtenir les contraintes dynamiques. Un autre type de calcul standard qu'on fait, c'est les von Karman. Comme vous le savez, les von Karman, c'est des vortex qui sont présents en aval d'un objet lorsqu'il y a un écoulement. Dans la nature, ça fait des beaux motifs, mais dans les turbines, ça cause des vibrations et dans certains temps, ça peut fissurer les composants. On peut même entendre un son qui est très aigu au chantier. On appelle ça des roues qui chantent. Et nos clients, bien sûr, ils apprécient pas trop ce type de bruit. Alors, il faut essayer de prédire à l'avance ce type de phénomène. Et on fait ça, bien sûr, avec, encore une fois, un CFD transitoire. Là, on voit ici un résultat de ce type de calcul. On peut voir les vortex von Karman qui sont en aval de l'avant directrice cette fois-ci. Et avec ce calcul, on peut extraire la fréquence des vortex von Karman et on vérifie s'ils s'approchent de la fréquence naturelle des divers modes de vibration du composant en question. C'est pas toujours possible d'éviter de s'approcher des fréquences naturelles. Et dans ce cas-là, on doit essayer de trouver c'est quoi l'amplitude de vibration du composant. Et pour faire ça, il faut rajouter une autre étape. Alors là, on va coupler notre modèle CFD avec un modèle d'1 degré de liberté de vibration pour être capable de calculer les amplitudes et assurer qu'il reste dans en dedans des amplitudes permissibles. Et je vais vous montrer un exemple de ça dans le prochain diapo. Alors ici, on a un autre type d'excitation qui peut se présenter en mode pompe lorsque ici on voit deux directrices qui sont presque fermées. Alors je vais jouer la vidéo. Vous allez voir que ça c'est le résultat d'un calcul FSI bidirectionnel. On voit l'amplitude des deux directrices qui augmente avec le temps. À un certain moment, ils vont se cogner un sur l'autre. Alors ça arrive déjà, ça a déjà arrivé en site. Et quand ça arrive, on entend vraiment un bruit de claquage. Et c'est un problème sérieux qui doit être prédit et prévenu. Alors, puisque l'amplitude augmente continuellement, c'est sûr qu'on a dans ce cas-là un amortissement négatif. Encore une fois, on utilise ANSYS pour ce type de calcul. Et ANSYS nous permet d'interagir avec le solver avec notre propre code. Et le code en question, c'est le modèle 1 degré de liberté. Alors, vous le voyez ici, on peut calculer à l'avance la rigidité de torsion, le moment d'inertie, et ensuite, on peut
communiquer le couple hydraulique qui vient de la CFD à notre modèle de 1 degré de liberté à travers le solver. Lui, il va calculer une déflexion dans le degré de rotation ici et il va le retourner au calcul CFD. Et avec le rotation de déflexion, on va demander à ANSYS de faire un mouvement de maillage. Et on fait ça à chaque pas de temps du calcul transitoire pour avoir ce type de résultat. Ça c'est vraiment un FSI bidirectionnel. On fait aussi d'autres types de calculs CFD qui n'utilisent pas ANSYS, mais basés plus sur le schéma Smooth Particle Hydrodynamics. C'est un schéma numérique qui ne nécessite pas de maillage, qui est un gros avantage d'ailleurs. Et c'est plutôt une description Lagrangien. Alors on a un nuage de points qui transporte les variables compression et vitesse, mais il n'y a pas de connectivité entre ces particules. Alors, bien sûr, la viscosité n'est pas tenue en compte. Dans certains cas, on peut obtenir des résultats très proches à la définition classique eulérien. Et les cas d'utilisation de cette méthode, c'est vraiment les écoulements qui sont dominés par l'advection. Alors, la viscosité doit être très faible. Aussi pour les phénomènes transitoires, les autres hautes déformations et pour les surfaces libres, comme on a dans les roues Pelton. OK. Là, je vais commencer à vous présenter un peu sur l'aspect de la zone opération étendue. Alors, normalement, un pays ou un continent, et comme vous le savez, on est tous branchés à un réseau électrique. Et on doit toujours assurer que la production d'énergie balance avec la consommation de l'énergie. Sinon, on a un surplus ou un déficit. Et ça peut aussi causer des fluctuations dans la fréquence du réseau. Dans le passé, on avait plusieurs sources de production d'énergie qui étaient pas mal stables, comme nucléaire, hydro, la brûlure des gaz. Et il y avait un peu de variation, par exemple dans les turbines hydrauliques, à cause de la demande du marché. Elle n'est pas toujours stable durant une journée. La demande peut être plus élevée durant le jour et moins élevée durant la nuit. Il y avait les variabilités saisonnières, les variations des conditions hydrauliques comme la chute et les sigmas, et aussi des régulations dues à l'environnement. Mais ça restait que les turbines hydrauliques opéraient entre 60 et 100% de leur capacité, qui est vraiment la zone d'opération traditionnelle. Dans les derniers 20 ans, même un peu plus, on voit un peu l'émergence des nouvelles sources de production renouvelables qui deviennent de plus en plus populaires, comme le solaire et l'éolien. Et comme vous le savez, ça, c'est pas des sources de production stables. Alors, le solaire, ça marche juste avec de la lumière et l'éolien, c'est juste quand il y a du vent. Alors, on commence à utiliser maintenant de nos jours les machines hydrauliques, les turbines hydrauliques pour balancer la variabilité des autres méthodes qui sont non stables. On a aussi maintenant des pompes turbines. Alors, c'est des turbines qui peuvent opérer soit en pompe, soit en turbine. Et quand la demande de l'énergie est forte, on va bien sûr, on va turbiner l'eau. Et quand la demande est plus faible, on va prendre de l'énergie du réseau pour activer nos pompes et repomper l'eau vers les réservoirs. Alors, à cause de ces conséquences, on a maintenant, nos clients nous demandent souvent de designer, de concevoir des roues qui ont une zone d'opération étendue. Alors vraiment, on doit aller de 0% à 100% de la puissance de la machine. Il y a plusieurs départs et arrêts maintenant qui sont attendus. Et aussi, il y a une réduction du temps d'arrêt et départ. Alors, les turbines hydrauliques doivent réagir très rapidement aux fluctuations des autres méthodes qui sont variables.
Alors, avec tout ça, opérer dans ces zones-là peuvent être très difficiles pour les machines en termes de contraintes. Et alors, on doit concevoir des composants qui sont beaucoup plus robustes qu'avant, mais aussi concevoir un système d'aération parce que l'air injecté dans les machines hydrauliques a un effet euh, de réduire les vibrations et aussi les contraintes dans ces zones-là. Pour définir encore plus précisément cette zone d'opération étendue, je vous montre ici un colline de rendement. L'axe X ici, c'est la chute et l'axe Y, c'est le débit. Et on voit la colline ici, les courbes de constante efficacité. Et en mauve aussi, je vous montre ici une zone d'opération traditionnelle. Alors, c'est normalement proche du sommet de la turbine. Et aussi, on a une zone sans torche qu'on voit ici en vert. Dans cette zone-là, on ne s'attend pas à avoir une torche, une vortex dans l'aspirateur. En dehors de cette zone, on retrouve les vortex pleine charge ici, qui c'est des vortex symétriques dans l'aspirateur. Et à charge partielle, on retrouve un vortex qui est hélicoïdal, comme ça. Et comme vous voyez dans cet exemple-là, il est dans la zone d'opération. Mais puisque ces torches-là n'ont pas de contact direct avec les aubes, ça peut être quand même sécuritaire d'opérer euh, avec leur présence. On a aussi plusieurs lignes qui vont limiter l'opération à cause de la cavitation. Alors, ça c'est cavitation d'entrée, côté pression, cavitation, cavitation à la périphérie, cavitation d'entrée côté succion et cavitation au hub. Et finalement, ici en rouge, c'est les zones d'opération étendue, fait à peu près de 0 à 60% de la puissance. Dans ces zones-là, on va commencer à trouver des phénomènes qui sont vraiment dynamiques. Ici, on voit des vortex interop. Ça, c'est une vidéo qui a été prise de notre laboratoire. Et aussi, on voit, ça c'est une machine Francis, et à droite, c'est pour une machine axiale. On voit qu'il y a quand même un vortex interop qui est présent. Aussi, dans la zone d'opération étendue, on a la condition tournée sans charge, SNL. Cette condition, à chaque fois qu'on fait un départ d'une machine, on doit tourner la machine à la vitesse synchrone du générateur avant de connecter au réseau. Et aussi, on a les rejets de charge. Ça, c'est quand on a une coupure soudain de l'électricité. Et là, la roue, elle va plus voir de charge. Elle va se mettre à accélérer. Et toutes ces conditions-là vont vraiment augmenter les contraintes dynamiques dans la roue. Juste pour avoir une idée de comment ces contraintes vont augmenter, voici un peu les contraintes dans la zone d'opération traditionnelle et ici dans la zone d'opération étendue. Alors dans ce cas-là, dans la condition tournée sans charge, on a la plus grosse contrainte dynamique. Comme vous voyez ici, elle est comme un ordre de magnitude plus grande que dans cette zone-là. Et après ça, c'est quand même à charge très partielle, on a quand même des fortes contraintes. Des fois, ils sont même plus hauts que dans la condition SNL. Et ici à droite, c'est un peu plus d'informations. Alors, ça, c'est un rainflow. On voit les contraintes, les FFT des contraintes durant différents points d'opération. Alors, on a les amplitudes ici, les fréquences et la puissance. Alors, dans la zone traditionnelle, qui est à peu près ici, de 60 à 100%, les contraintes sont régulières. On peut voir les 1 par tour et leur harmonique. On peut voir les fréquences de la torche qui peuvent augmenter avec le point d'opération. On peut voir la fréquence de l'interaction rotor-stator.
Elle est pas mal fixe durant toute la gamme. Et ensuite, dans la zone étendue, on voit que les contraintes deviennent vraiment stochastiques. Et ici, surtout, on voit une grosse bande de fréquences. Normalement, ça, c'est dû au vortex interaube. Et vraiment, on voit une augmentation euh, globale de toutes les contraintes pour les diverses fréquences. Alors, comment on fait pour calculer les contraintes dynamiques dans ce cas-là? Ben, il faut commencer encore une fois par la CFD. Mais pour capturer tous ces phénomènes, on doit augmenter la précision de notre CFD. Alors, on inclut vraiment toutes les directrices dans ce cas-là. On inclut tous les passages de la roue et l'aspirateur. Ça fait des maillages entre 20 et 30 millions de nœuds. Et bien sûr, c'est des calculs transitoires et avec des interfaces rotor-stator. Et le plus important, c'est notre modèle de turbulence qu'on utilise, qui est le SAS-SST. C'est Scale Adaptive Simulation. Avec ce modèle, on va résoudre une échelle de turbulence dans le domaine de calcul qui va donner des résultats un peu d'allure LES dans les zones instationnaires. Ces types de calculs sont très longs par rapport à nos échéanciers de projet. Normalement, nos projets doivent être réalisés en dans de 3 à 4 mois. Et ça prend à peu près une semaine pour faire ce type de calcul sur 48 cœurs par point d'opération. Et là, il faut vraiment faire plein de points d'opération pour assurer qu'on capture vraiment tous les phénomènes dynamiques à charge très basse charge et même à la condition tournée sans charge. Ça reste quand même une procédure qui est mieux que DES, LES et DNS. Mais c'est difficile et c'est très coûteux. Et après, avec notre expérience, on a réalisé qu'avec ce modèle de turbulence, on est capable de capturer les échelles, les grosses structures turbulentes assez bien pour être capable de faire nos calculs de contraintes dynamiques. Après ça, on peut prendre les pressions transitoires de la CFD et les appliquer au modèle mécanique pour calculer les contraintes dynamiques et on peut même faire des rainflow pour calculer la vie d'une machine, l'espérance de vie d'une machine. Et ça, Rigel va vous parler un peu plus dans sa section. Pour l'instant, j'aimerais vous présenter quelques résultats CFD dans la zone d'opération étendue. Alors, ceci est un exemple à charge partielle, très basse régime, pour une machine axiale. Ensuite, pour ce type de projet, on a mesuré des fluctuations de l'arbre de la turbine. Alors, à un certain point, elle se met à vibrer très violemment et on voit qu'elle vibre à une fréquence très précise. Et bien sûr, on ne peut pas opérer la machine dans cette condition-là. Alors, pour trouver le problème, faire le même CFD que j'ai décrit tantôt. Et ce qu'on voit, c'est 3 vortex de forme colonne qui sont présents et qui tournent à une vitesse qui est un peu moins vite que la vitesse de la roue. Ce qui est important ici, c'est qu'il y a une vitesse relative entre les vortex et la roue. Et à cause de ça, ça fait un peu la même chose qu'une interaction rotor-stator. Alors le stateur, dans ce cas-là, ça va être les vortex. On voit ici avec les lignes bleues, les 3 vortex. Et on voit avec les lignes bleues pâles, les 7 aubes de la roue. À chaque fois qu'une aube passe devant un de ces vortex, il va avoir une amplification locale de la pression qui va générer une force radiale. Et cette champ de pression tourne, alors la force radiale va tourner aussi. Et c'est ça exactement qui génère les autres
les autres amplitudes qu'on voit dans les mesures. Alors, avec les formules qu'on a, avec le nombre de vortex et de aubes, on peut calculer des paramètres qui nous donnent un indice de quel diamètre nodal peuvent être excités. Et si jamais on tombe sur une excitation d'un diamètre nodal de 1, et là, on sait qu'il va y avoir une force radiale qui est générée et on peut exciter la ligne d'arbre. Voici un autre exemple à charge partielle pour une hélice cette fois-ci. À 30% de la puissance, on a des vortex interaubes et ils sont fixes par rapport à la rotation de la roue. Mais dans la condition tournée sans charge, ils deviennent chaotiques. Et là, il y a encore une fois une vitesse relative entre les vortex et les aubes, qui va aussi générer un type d'interaction rotor-stator. Si on regarde l'aspirateur ici, à 40% de la puissance, on a un vortex qui est présent. C'est pas montré dans cette diapo, mais à 30% de la puissance, ici, on voit que le vortex s'est transformé en deux vortex hélicoïdales. Et dans la condition tournée sans charge, on a maintenant 2 à 3 vortex hélicoïdales qui deviennent un peu intermittents aussi. Troisième exemple que je veux vous montrer, c'est cette fois-ci pour une machine Francis. Ici, on voit qu'il y a des vortex interaubes. Ils sont fixes en position, mais ils apparaissent et disparaissent. Alors, ils sont intermittents. Et on voit aussi des vortex hélicoïdales 2 dans l'aspirateur. Alors, quand on a des vortex intermittents comme ça, vous devez imaginer que les vortex interaubes, c'est des grosses poches de cavitation. Et quand ils vont disparaître, ben là, c'est une implosion d'une grosse poche de cavitation qui va causer beaucoup de contraintes dynamiques sur la roue. Alors, ces conditions-là sont vraiment un des pires conditions qu'on peut trouver dans une machine, on va dire Francis, à très basse régime. Ça, c'est un autre exemple ici. On voit encore une fois des vortex interaubes. Ils ont l'air de bouger un peu dans un canal de roue. Et une des raisons pourquoi cela arrive, c'est parce qu'il y a un autre vortex, cette fois-ci dans l'espace vanal, fait que l'espace entre la directrice et la roue, qui tourne dans le sens contraire. Et on voit une interaction entre les deux. Alors, ça fait en sorte qu'ils s'annulent d'une certaine manière. Et ça fait encore une fois des vortex intermittents. Alors ça résume mes diapos un peu sur l'aspect CFD. J'ai montré plusieurs phénomènes qui peuvent arriver à charge très partielle, mais on apprend encore. C'est des calculs qu'on fait quand même depuis 10, 15 ans, mais il y a toujours des phénomènes différents qu'on trouve. Et c'est difficile, c'est un vrai défi pour nous, mais ça rend les choses très intéressantes. Et avec ça, je vais passer la parole à Rigel, qui va vous parler un peu des aspects mécaniques. Merci. Merci, Samer. Je vais arrêter le partage. Je vais partager de mon côté. Vous me direz quand vous regarderez ma diapo, tout le monde? Est-ce que vous le regardez? On le voit bien. Parfait. Excellent. Bon, merci, Par contre, Samer. excuse-moi, je pense qu'on voit surtout ton écran de notes, je pense. On voit pas le bon écran, je crois.
Ah oui? Oui, juste change de présenteur. Ah, Ouais, ok. ouais, en haut, c'est ça, Display Settings. Ouais. Bouge une fois. Vous le voyez comme ça? Il Ouais, faut que tu bouges bouge, la diapo. bouge une fois. Encore une fois ou... Ok, Non, non, attendez. non. Juste va à Ouais, c'est bon. Ah, non. Bouge une seule fois Va à la slide suivante. Attendez, juste voir. Non, je pense que c'est pas le bon écran qui est. Si tu vas Qui dans Display partage. Settings, tu vas pouvoir changer, je pense. Ouais, c'est ça. Attendez, je vais juste réchanger à nouveau. Euh, Comme ça, est-ce que vous le voyez? Va à la slide suivante pour voir. La dernière fois, il fallait bouger une slide pour que ça change. Ouais, Ouais, voilà, ça marche maintenant, hein. Ok, Ça c'est marche bon. bien? Ouais, parfait, Ah, merci. d'accord, ok. Parce que j'ai plusieurs écrans ici, donc je vais peut-être me tourner de ce bord-là. Ok, excellent. Merci tout le monde. Excellent. Bon, je pense que sa mère vous a donné une bonne aperçu de tous les phénomènes hydrauliques qu'il peut avoir dans une turbine, Presque tout. presque toutes, surtout dans une zone d'opération étendue. Donc, moi, je vais revenir sur quelques points dont il vous a parlé, mais surtout, je vais vous parler plus de l'aspect mécanique, parce qu'après tout, on doit bâtir la machine, puis on doit prendre en considération surtout les contraintes et puis les analyses en fatigue, vous allez voir. Donc, si on reprend un peu les conséquences, si on veut, d'opérer dans une zone d'opération plus large, ce que nous, on veut chercher en tant que designer puis en tant qu'analyse des contraintes, mais c'est justement les contraintes qui arrivent dans toutes les zones d'opération. Je vais revenir souvent avec ce type de graphique-là, signal-temps, pour que vous voyez un peu qu'est-ce que ça implique travailler sur ces différentes zones d'opération. Vous pouvez vous imaginer que les contraintes qui subit la machine sont très fortement dépendantes de l'opération d'elle-même. Donc, pour nous, c'est primordial d'aller trouver l'information de cette contrainte-là. Donc, ici, je vous mets un graphe par rapport au dommage cumulatif en fatigue en fonction du pourcentage d'opération. Vous voyez qu'à partir des 60%, qui est considéré comme la zone d'opération traditionnelle ou en pleine charge, les dommages cumulatifs diminuent. Dès qu'on sort de cette braquette d'opération-là, les dommages cumulatifs vont commencer à augmenter. Donc pour nous, c'est une zone d'opération assez difficile pour la machine. Donc voilà, comme je vous disais, là, les zones d'opération à barre charge ou à charge partielle vont introduire des contraintes, amplitude des contraintes plus élevées. Puis, bien évidemment, d'un point de vue structure, nous, on veut obtenir non seulement l'information de la contrainte statique, mais aussi de la contrainte oscillatoire. Donc, dépendamment du domaine où on opère la machine, on va utiliser différentes techniques pour aller la chercher. Donc, voici un aperçu de la zone d'opération étendue, puis celle d'opération traditionnelle. Puis aussi en fonction du dommage cumulatif de la machine, vous pouvez vous apercevoir des grandes différences. Donc, je vais commencer par les contraintes statiques qui voient la roue. En gros, cette contrainte statique, un peu comme sa mère l'avait mentionné, elle est présente tout au long de l'opération de la machine. Donc, vraiment des 0 à 100% de la machine. Dans le signal temps, dans le graphique de signal temps que je vous montre ici, vous pouvez l'identifier par la ligne rouge, sur laquelle elle est considérée comme une contrainte statique moyenne, sur laquelle il va y avoir des associations. On va discuter plus tard quelles sont ces associations-là, puis pourquoi ça apparaissent. Donc, finalement, ces mesures-là de type statique sont comparées aux mesures par jauge de déformation dans différents prototypes. Puis, on voit que nos analyses numériques sont bien, ils déterminent bien cette contrainte-là. Donc, pourquoi on s'intéresse à ce type d'opération-là qui induit une contrainte statique? Parce que on veut savoir quelle est, surtout quand on fait l'analyse en fatigue, quelle est l'amplitude des contraintes qui subit la machine lorsque on change de mode d'opération ou on met en marche la machine. Tout à l'heure, on disait que dû au changement d'opération que le client aimerait qu'on fasse maintenant,
la machine a tendance à faire plus arrêt départ, plus changement d'opération, etc., etc. Donc, tout ça va avoir un impact sur la vie en fatigue. Donc, pour nous, pour analyser ce type de contraintes-là, on doit faire une analyse statique avec des pressions statiques. Puis, on doit faire ce qu'on appelle de low cycling fatigue ou fatigue à bas cyclage. Donc, des grandes amplitudes, basse fréquence pour déterminer les dommages qui est induit dans ce type d'amplitude-là. Donc, voici un exemple de ce que ça a l'air, un de nos modèles de roue Francis. On fait une section cyclique. Bien évidemment, on va pas tout modéliser. Donc, du côté gauche, vous voyez la pression qui est appliquée sur un maillage des structures. Puis du côté droit, vous voyez les contraintes qui sont induites par ce type de pression-là. Donc, vous voyez que dans le graphique signal-temps, il y a tout le temps une oscillation qui est autour de la contrainte moyenne. Donc, dans la flèche orange, vous voyez les oscillations qui sont dans une zone de contrainte stochastique, dans un domaine à basse charge. Puis, dans la zone verte, la flèche verte, elles sont de contraintes oscillatoires dans une zone d'opération pleine charge. Donc, pour nous, c'est aussi important d'aller identifier cette zone-là, puis je vais vous présenter comment on le fait. Donc, je vais commencer par la contrainte dynamique qui est due à l'interaction rotorestator. Mon collègue Zamer vous a présenté l'aspect hydraulique, la nature hydraulique de cette pulsation-là de pression. Pour nous, côté structure, cette fluctuation de pression chaque fois que l'offre passe devant une directrice va causer une excitation de type harmonique. Donc, nous, comment qu'on fait pour aller analyser la contrainte? Donc, on reçoit des pressions harmoniques de la CFD sur lesquelles on va venir l'appliquer sur un modèle pas nécessairement pareil au modèle statique, mais sur un modèle acoustique. Donc, on va tenir en compte la masse ajoutée de l'eau puis la masse de la structure également. Pour finalement faire une analyse par réponse forcée. Bien sûr, comme vous le savez, dans une analyse de réponse forcée, aussi, on doit tenir compte de l'amortissement. Dans ces cas-là, on va induire un amortissement hydrodynamique, puis aussi un amortissement de la structure. Tout ça dans le but d'améliorer la prédiction de notre contrainte dynamique. Ce qui est différent dans ce type d'analyse-là, c'est le cyclage qu'on applique la contrainte. Vous pouvez vous imaginer que cette pulsation-là est générée à chaque passage des orbes, comme on l'avait mentionné. Maintenant, imaginez un roue qui tourne à peu près 430 RPM et qui possède 12 directrices. Si on convertit ça en nombre d'heures ou en nombre de cycles, pardon, pour les 30 prochaines années, vous allez vous apercevoir que l'accumulation de cycles s'est fait très rapidement. Si vous liez ces cycles-là à un graphique typique de fatigue, vous allez voir que la contrainte admissible, l'amplitude des contraintes admissibles est très basse. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir de grosses amplitudes dans ce type de chargement, étant donné l'application très, très, très grande des cycles. Donc, pour nous, c'est très important de bien contrôler l'amplitude. On a différentes techniques, soit au niveau de design, soit au niveau hydraulique, soit au niveau même de l'amortissement, pour justement contrôler cette amplitude-là lorsqu'on fait la réponse forcée. Donc, c'est typique, un peu comme vous le savez tous, une réponse forcée classique comme vous le voyez dans vos cours. C'est un système masse, ressort, amortisseur, sauf que ici, la masse, bon, c'est un petit peu plus sophistiqué, on doit tenir en compte de la masse de la structure et aussi de la masse ajoutée de l'eau, qui, entre parenthèses, va avoir un effet sur les fréquences naturelles de la turbine. Lorsque la turbine opère dans un domaine aqueux, dans l'eau, ces fréquences naturelles vont diminuer, puis donc ça risque d'augmenter la chance de rentrer en résonance avec l'excitation. Donc, c'est très important de considérer tout ça dans nos analyses, puis de prédire la bonne amplitude, puis la bonne fréquence d'excitation. Donc, ça, c'est ce qui est pour la contrainte dynamique due à l'interaction rotor-estator. Encore une fois, tout ça, c'est ça a comme objectif de prédire les dommages dans la turbine. Maintenant, si on passe aux contraintes stochastiques,
comme Samuel avait mentionné, sont souvent présentes dans ce type d'opérations-là, à basse charge ou à charge partielle. Donc, ce type de contraintes-là, à différence de la contrainte RSI, elles sont dominées par une nature stochastique dans les fluides. On a tellement de vortex, tellement d'instabilité, tellement de désordre dans les fluides qu'on ne peut pas prédire une excitation harmonique dans les structures. Donc, finalement, la façon dont on procède, c'est un couplage, encore une fois, entre le domaine fluide et les structures. Mais cette fois-ci, on va appliquer des chargements qui viennent d'une CFD instationnaire, un peu aléatoire. Et on va essayer de prédire l'amplitude des contraintes dans cette zone-là. Donc, ce qui vient après, c'est aussi différent parce que même pour nos analyses en fatigue, on ne peut pas déterminer un nombre d'applications de cycles si on veut ordonner. Ici, on n'a pas un spectre monotone, on a un spectre aléatoire. Donc, le comptage des cycles doit se faire de façon différente. La méthode qu'on utilise, c'est une méthode qui est très utilisée dans pas mal toutes les industries. C'est la méthode de Rainflow qui va nous aider à générer ou à produire un dommage cumulatif équivalent lorsqu'on travaille dans cette zone d'opération à charge partielle. Donc, on utilise ça pour déterminer les dommages cumulatifs. Comme vous pouvez vous apercevoir, l'amplitude dans cette condition-là est très importante. Donc, vous pouvez vous imaginer que les dommages causés dans cette zone d'opération est très important. Puis pour nous, on aimerait s'éloigner de cette zone-là. Plus de temps qu'on passe dans cette zone-là, plus néfaste c'est pour la vie en fatigue. Mais malheureusement, les besoins du marché, des fois, nous imposent à travailler de plus en plus dans cette zone-là. Pour nous, ça nous met au défi. Donc, ça nous fait faire des designs plus robustes, plus contrôlés et puis plus efficaces aussi, la façon dont on travaille lorsqu'on est dans cette zone-là. Donc, c'est ce qui est pour ce type de contraintes-là. Donc, comme vous voyez jusqu'à date, on s'intéresse surtout à la contrainte puis le niveau de dommages que ça crée. Donc, si on fait un petit résumé sur ce que je viens de dire, lorsqu'on est en mode design ou bien en mode soumission, on va vouloir faire des analyses rapides, des prédictions rapides. Donc, dans le but d'être pratique, on va définir ce qu'on appelle une enveloppe de sécurité ou une enveloppe de design sur lesquelles on va les construire à partir de contraintes pics de chaque de nos analyses numériques. Puis, quand on propose une nouvelle turbine, un nouveau design, on veut toujours que l'amplitude soit à l'intérieur de cette enveloppe-là. Ça nous permet à nous d'avoir une idée, est-ce que c'est faisable la machine lorsqu'on est en mode soumission. Donc, c'est très important ce genre de choses-là. Bien évidemment, cette information-là est bâtie au fur et à mesure des années d'expérience chez Andritz. Donc, jusqu'à là, je vous ai parlé de fatigue. Lorsque je vous parle de fatigue, je dois vous parler aussi des courbes de fatigue. Toutes les analyses de fatigue qu'on fait chez Andritz sont faites avec des courbes appropriées pour les structures qu'on fait. C'est pareil aux cours que vous avez vus dans vos cours à l'université, sauf que on doit tenir en compte d'autres conditions, comme par exemple l'effet probabiliste du phénomène de fatigue. C'est une des choses dont on doit tenir compte. Il y a des cours qui sont ouvertes au grand public. Il y en a d'autres qui sont pas, qui sont confidentielles pour d'Andritz seulement. Donc, on ne peut pas les partager, c'est à l'interne. Mais sachez que toutes nos analyses sont faites avec les mêmes courbes que vous voyez dans vos cours des structures à l'université. Donc, si je résume un peu les méthodes et interactions fluides et structures dont on a parlé jusqu'à date, je vais commencer par les contraintes statiques. Donc, finalement, la méthode dont on utilise, c'est d'extraire les pressions qui viennent de la CFD dans un modèle de structure élément fini pour ensuite extraire la contrainte statique. Cette contrainte statique-là, comme je disais tantôt, va nous aider à prédire les grands cycles
qui va voir la turbine lorsqu'elle fait un arrêt départ ou elle change d'opération. C'est important de considérer ça. Après, lorsqu'on rentre dans un domaine dynamique, la première contrainte qu'on a observée ou qu'on veut analyser, c'est la contrainte rotor-estator, une contrainte de type harmonique. Donc, un peu le même concept, sauf que la méthode va changer un peu. On fera plus d'un modèle statique classique élément fini, on va plutôt bâtir un modèle acoustique dans lequel on va bien identifier l'interface fluide et structure qui va, nous permettre de tenir en compte de la masse ajoutée de l'eau, parce que ça va jouer un rôle important sur les fréquences naturelles de la structure. Puis deux, pouvoir appliquer les forçages harmoniques qui nous viennent de la CFD. Donc, on a toutes les combinaisons, tout ce qu'on a besoin pour faire la réponse forcée, bien évidemment, sans oublier les termes d'amortissement. Avec ça, on est capable de générer une réponse, la réponse de la structure sur ce type de chargement-là pour la tenir en compte dans notre analyse en fatigue. Donc, c'est ça qu'on fait. Puis toujours dans les domaines dynamiques, on va aller chercher les contraintes stochastiques. Le même concept s'applique. On va utiliser des chargements de type instationnaire sur lesquels on va appliquer dans la structure pour finalement aller chercher une amplitude de contrainte, puis la joindre dans tous les dommages qui ont été causés durant toute cette zone d'opération. Donc, en gros, puis dans le but de fermer la boucle, chaque étape nous sert à identifier la contrainte dans chaque type d'opération, que ce soit la contrainte statique, que ce soit les contraintes dynamiques, dépendamment de la zone d'opération. Donc, pour nous, c'est très important de bien identifier. C'est sûr que je vous mets ça de façon un peu simpliste, mais il y a énormément de recherches qui s'est fait en chaque étape, que ce soit pour les contraintes statiques comme pour les contraintes dynamiques. Donc, il y a énormément de phénomènes. Je pense que Samer vous a laissé voir qu'il y a des phénomènes hydrauliques qui sont assez complexes, de simplement les reproduire en CFD. Des fois, on voit des choses qu'on n'arrive pas à les voir, puis en faisant beaucoup d'essais-erreurs, on regarde des choses qu'on ne s'entendait pas côté CFD. Donc, vous pouvez vous imaginer, c'est déjà compliqué de faire la CFD dans ce type de machine-là. C'est encore plus compliqué de venir l'adapter ou de venir l'importer sur un modèle de structure. Donc, vous voyez, il y a énormément de défis derrière tout ça. Donc, voilà, jusqu'à présent, je vous ai parlé de roue Francis, mais sachez que le même type d'analyse c'est fait pour les roues axiales. Donc, même type d'analyse, même concept derrière, sauf que pour ces structures de turbines de type axial. Ici, je vous montre une turbine de type Kaplan. Donc, elle va subir les mêmes phénomènes qu'une turbine Francis avec certaines différences. Donc, si je veux parler un peu, une des grandes différences chez une turbine, dans une turbine Kaplan, c'est qu'on a un mécanisme interne qui sert à réguler ou à contrôler l'angle d'attaque de la turbine. Tout ça se fait parce qu'on essaie d'optimiser la production d'énergie au maximum. Donc, lorsqu'on voit une variation dans le débit ou lorsqu'on voit un changement dans l'auteur de chute, on va venir adapter l'angle d'attaque de la machine. Donc, tout ce mécanisme-là, qui est contrôlé par un servomoteur, va générer des contraintes qui vont osciller. Que ces contraintes-là vont être l'effet direct de l'interaction fluide et structure dans l'ordre de la machine. Donc, pour nous, lorsqu'on fait un design de mécanisme, on doit dimensionner, on doit faire le sizing ou le dimensionnement de toutes les composantes en tenant compte de toutes ces variations-là. Donc, c'est un grand défi. Puis, c'est très intéressant, en fait, tout ça. Donc, sachez que ça existe pour les turbines axiales. On en fait chez Andritz. J'en viens de faire une récemment. Donc, c'est super intéressant. Donc, un peu le même concept pour les roues axiales. On va aller chercher les contraintes statiques. On va aller chercher les contraintes qui viennent de là. Même chose pour les contraintes dynamiques de type rotor-estator. Sauf que, évidemment, on doit s'adapter à ce type de machine-là.
Puis finalement, dans un domaine stochastique, on va également utiliser nos méthodes pour aller trouver la contrainte. Donc, c'est ce qui est ma partie côté mécanique. Je pense qu'on a dépassé un peu le temps. Je ne sais pas si Samer, est-ce que tu aurais des mots sur la conclusion? Moi, je pourrais dire ma conclusion après Oui, aussi. je pourrais dire quelques mots, bien sûr. Merci, Rigel, pour l'information des aspects mécaniques. Euh, on a mentionné plusieurs fois qu'il y a plusieurs phénomènes hydrauliques qui peuvent arriver dans les turbines. On arrive à prédire la plupart de ces phénomènes, mais pas à 100%. Et c'est souvent un défi de savoir si un phénomène va arriver ou non, parce qu'il faut savoir où chercher et où simuler pour trouver ces phénomènes-là. Alors, on peut prédire la plupart de ces phénomènes, mais c'est absolument nécessaire d'avoir des mesures expérimentaux. Sans les mesures expérimentaux, on ne pourrait pas valider notre CFD. Et un CFD qui n'est pas validé c'est pas correct, c'est pas fiable. C'est très important. Une autre chose que je vais mentionner, c'est que oui, on fait tout ce design-là durant l'étape au début d'un projet, après qu'on a gagné un contrat. Mais à un certain moment donné, quand le design de la roue a été complété, on va bien sûr faire la plupart du temps un essai modèle qui est demandé par nos clients. Alors ça, c'est une façon qu'on va valider un peu les phénomènes. Alors dans les essais modèles, on va mesurer les aspects dynamiques de la turbine et si on a manqué quelque chose, euh, on peut retourner en arrière et essayer d'identifier ce qu'on a manqué et essayer de le résoudre. Alors, avant que le client vienne voir son essai de modèle, on a plusieurs chances d'aller, de tweaker nos composants pour essayer de la rendre performante et stable. Et ça, c'est une étape très importante dans la réalisation de nos projets. Ce qu'on voit maintenant de plus en plus, c'est des clients qui nous demandent de faire des designs de roues, des conceptions de roues mais sans essai modèle. Alors, juste en utilisant de la CFD. Et ça, c'est vraiment un défi pour nous, les ingénieurs hydrauliques, parce qu'on doit vraiment être très prudent et vraiment rouler plusieurs points d'opération et essayer de rien manquer durant tout le design parce qu'on n'a pas de backup. On n'a pas des mesures pour nous donner un indice qu'on a fait une erreur ou non. Alors ça, c'est un vrai défi qui commence à submerger dans le marché. On a aussi les défis en termes de la nouvelle industrie Big Data pour produire des doubles digitales. Fait qu'essentiellement, les clients, ils veulent être capables d'avoir exactement ce qui se passe dans leur machine à tous les points d'opération. Ça, c'est un autre défi. Aussi, comme vous voyez, nos calculs deviennent beaucoup plus complexes. Alors, c'est difficile de tailler, de gérer, je veux dire, la taille des calculs et la complexité des maillages aussi. Et plus important, le coût de nos calculs et la gestion de données deviennent très difficiles. Il y a aussi un autre aspect CFD qui a besoin d'être amélioré. C'est toujours la combinaison de ces analyses dynamiques, mais avec du multiphase, comme la compressibilité, la cavitation. Ceci est un aspect qui manque présentement dans les codes CFD et il y a beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites là-dedans. Je pense que ça finit un peu ce que je voulais conclure des aspects hydrauliques. Rigel, je ne sais pas si tu as d'autres choses. Tu veux conclure pour Je pense que côté mécanique, ça vient avec. Je pense que ce qui est important de voir ici, c'est que tous les défis qu'on a côté CFD sont intimement liés dans les structures. Donc, dès qu'on trouve un phénomène auquel on n'avait pas aperçu dans le passé côté CFD, c'est sûr qu'il va y avoir un impact sur les structures. Donc, nous, en tant qu'ingénieurs dans les structures, on doit toujours être à l'affût de ce type
des découvertes-là que nos collègues en CFD font. Des fois, c'est très complexe. Des fois, on lit des choses qui nous viennent des sensors, des capteurs de formation. Puis des fois, on n'est pas capable de comprendre. C'est tellement complexe le phénomène. Des fois, on s'attend à une chose. Puis quand on lit les analyses CFD, OK, ben on retrouve des choses auxquelles on s'entendait pas. Donc c'est un domaine qui est très à l'affût, puis qui est très ouvert aux nouvelles générations finalement. Donc c'est tout ce que je pourrais dire là-dessus en fait. OK. On est un peu en retard, mais je pense que ça finit bien notre présentation. On est bien Ouais. sûr ouvert à toutes vos questions. J'espère que on va avoir une bonne discussion. Merci beaucoup, Samer. Merci beaucoup, Aurélie.